Dans cette vidéo, on va aborder la vue d'ensemble des artères de la tête et du cou, autrement appelée extrémité céphalique. Commençons par dire sur ce dessin que j'ai déjà préparé à l'avance que les principales artères qui vont vasculariser la tête et le cou sont la carotide primitive et ses branches, donc principalement la carotide interne et la carotide externe, et la subclavière et ses branches collatérales, quelques-unes de ses branches collatérales, notamment la bien nommée artère vertébrale. Donc on va commencer juste par placer rapidement les principaux apports vasculaires artériels de l'extrémité céphalique. Donc, on commence par représenter ici le bord inférieur de la subclavière droite qui naît de la division au niveau de T1 ici, hop, comme ceci, du tronc brachiocéphalique artériel, hop, comme ceci. Voilà, lui-même branche de la crosse aortique. Là, du coup, ici on a la carotide primitive qui va être primitive jusqu'en regard de la quatrième vertèbre cervicale environ, donc 1, 2, 3, 4. Donc la carotide primitive va se diviser en carotide externe et interne en regard de ces quatre ici. Donc on note ici, on représente la carotide externe ici, qu'on sectionne, et on va juste représenter ici la carotide interne qui va continuer son trajet en direction de la base exocrânienne du crâne, pénétrer par le canal carotidien dans la partie pétreuse de l'os temporal, cheminer dans le grand axe de la partie pétreuse de cet os et ressortir au niveau de la cavité crânienne, au niveau du foramen lacérum, anciennement trou déchiré antérieur, où elle va se retrouver ici au niveau du sinus caverneux, dont elle va suivre le trajet, et ensuite elle va venir en dehors de la selle turcique comme ceci, cette turcique qui est située ici, elle va venir se réfléchir à proximité donc du processus clinoïde antérieur et se diviser en ces deux branches terminales, la cérébrale moyenne et la cérébrale antérieure. On a ensuite donc l'artère vertébrale, branche collatérale de l'artère subclavière, ici à droite, qui va elle être la première branche collatérale de cette artère et la plus importante, et va venir rejoindre le foramen transversaire du même côté en regard, au niveau de C6, parfois de C5, ce qui veut dire que l'artère vertébrale ne passera pas dans le foramen transversaire de C7, contrairement à la veine vertébrale qui, elle, passera par le foramen de C7. Hop, donc, en revanche, l'artère vertébrale va ensuite traverser chacun des foramen transversaires des vertèbres cervicales jusqu'à l'atlas, où justement elle va décrire donc le passage de l'axis à l'atlas, de C2 à C1. On va déjà avoir une première courbure qui va être prolongée et suivie par une autre courbure qui va venir contourner en épousant la partie postérieure de la masse latérale de l'atlas pour pénétrer dans le canal rachidien, à sa partie la plus supérieure, la plus crâniale, au niveau atloïdo-occipital. Et ensuite, du coup, elle va s'antérioriser et traverser le foramen magnum, où elle va se réunir avec son homologue du côté opposé pour former le tronc basilaire, ou l'artère basilaire maintenant. Et donc, après un court trajet, l'artère basilaire va se terminer en ces deux branches terminales, les artères cérébrales postérieures, que je représente ici. Du coup, ce qui fait que
Donc on a la vascularisation certes du cou et de la face, qui est principalement assurée par la carotide externe, donc on ne représente pas ici mais on va en parler juste après. Et ensuite on a la vascularisation intracrânienne, et donc principalement de l'encéphale. Et du coup on a deux voies principales d'apport de sang au niveau cérébral. On a donc la carotide interne, qui assure environ 80% du débit vers le cerveau, et le système donc dit vertébro-basilaire en provenance de l'artère subclavière qui lui assure environ 20% des apports du cerveau, donc principalement au niveau de la partie postérieure de l'encéphale, mais également du tronc cérébral et du cervelet. Et chez la majorité des individus, ces deux réseaux qui entrent dans la boîte crânienne sont anastomosés entre eux et forment un cercle artériel anastomotique, dont on va parler plus en détail juste après, qu'on appelle le cercle artériel de la base du cerveau, anciennement le polygone de Willis. Ce qui fait qu'il y a des voies de suppléance entre les deux réseaux artériels. Donc voilà pour les grands axes principaux de la vascularisation de l'extrémité céphalique. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de cette vue d'ensemble en abordant la majorité des branches collatérales de la tête et du cou. Donc ici, de manière très schématique, on va représenter une crosse aortique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très schématique ici. Donc une crosse aortique schématique qui va présenter donc un tronc brachiocéphalique artériel droit ici, qui va se diviser donc en ces deux branches, donc l'artère subclavière droite, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, et l'artère carotide primitive. Et ensuite, on a, vous le savez déjà, une disposition différente à gauche, avec une absence de tronc brachiocéphalique, mais la naissance donc plus thoracique de l'artère carotide primitive gauche, ou commune gauche, et d'une artère subclavière gauche également. Mince, il ne faut pas que je les sectionne ici, puisqu'on va continuer leur trajet. On poursuit le trajet de l'artère carotide primitive qui très rapidement va se diviser, comme on l'a vu, en ces deux branches terminales, une carotide externe et une carotide interne. Donc de ce côté-là, à ma gauche, on va représenter les branches collatérales de l'artère carotide externe, et ensuite à ma droite, on représentera les branches collatérales de l'artère carotide interne. Donc pour la carotide externe, on va avoir 8 à 9 collatérales, enfin le chiffre peut varier un peu plus, mais pour ce qui est des branches collatérales les plus fréquentes, on va avoir, branches collatérales et terminales bien sûr, on va avoir tout d'abord une artère thyroïdienne supérieure, suivie d'une artère linguale, puis au même niveau, alors normalement elle est plus postérieure, enfin elle est plus latérale sur le vivant, effectivement, là on est sur une vue schématique, on a la pharyngienne ascendante. Et après, on a l'artère faciale, qui ira s'anastomoser avec l'artère ophtalmique qui branche de la carotide interne et qui formera une des principales anastomoses entre le territoire de la carotide externe et le territoire de la carotide interne. Donc ensuite, après la faciale, on a deux collatérales principales supplémentaires, une artère occipitale et une artère auriculaire postérieure. Et ensuite, on a les deux branches terminales de la carotide externe, à savoir la maxillaire, anciennement maxillaire interne, et la temporale superficielle, comme ceci. Donc ici, on a les branches terminales. Donc ici, on est sur ACE, donc l'artère carotide externe. Bien sûr, ajoutons à cela des branches fréquentes qui se situent au niveau de la région parotidienne, puisque l'artère carotide externe, dans sa portion
terminale traverse la parotide et du coup donne des branches parotidiennes. Donc, artère thyroïdienne sup, ici, artère linguale, artère pharyngienne ascendante, l'artère faciale, l'artère occipitale et l'artère auriculaire postérieure. Voilà. Et ensuite, on a l'artère maxillaire ici et l'artère temporale superficielle. Ensuite, donc, plaçons les carotides internes. Donc, ici, voilà, on occupe vraiment toute la hauteur du tableau pour représenter la carotide interne, droite chez cet individu, à ma gauche. Voilà. Et donc, ces deux branches terminales, à savoir l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne, qui est dans le prolongement et la continuité de l'artère carotide interne, ce qui explique la grande récurrence, la grande fréquence des accidents vasculaires cérébraux sur un territoire de l'artère cérébrale moyenne, donc pour ce qui est des AVC par embolie, par embole, au niveau d'un thrombus sur une partie en amont du territoire. Et bien effectivement, si un embole se détache de ce thrombus, il va venir cheminer dans la carotide interne et passer préférentiellement dans l'artère carotide moyenne plutôt que l'artère carotide antérieure, de par l'aspect hémodynamique, le prolongement de l'artère carotide, de l'artère cérébrale moyenne avec l'artère carotide interne. Et ensuite, du coup, je représente également la carotide interne et ses branches terminales, comme ceci, à ma droite, donc à la gauche de l'individu. Voilà. Et donc, bien sûr, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que au niveau de la division de la carotide commune en carotide externe et carotide interne, on a la présence de deux structures neurovasculaires intéressantes. Le sinus carotidien, qui est, selon les auteurs, situé plutôt au niveau de la carotide primitive, dans son tronçon tout terminal, ou alors au niveau de la carotide interne, et qui est en fait une zone, on va dire barosensible, donc riche en barorécepteurs, et donc qui participe activement à la régulation réflexe de la fréquence cardiaque, puisqu'elle est riche donc en barorécepteurs. Donc elle enregistre les variations de pression au niveau au niveau de la carotide primitive et ou interne, et au niveau, pareil, au niveau de la fourche, à la partie postérieure, normalement, on a un petit glomus, donc c'est-à-dire un corpuscule vasculaire richement innervé, qui est lui riche, donc innervé en quoi? Riche en terminaisons nerveuses chémorécepteurs. Donc il est chémosensible et lui, il enregistre les variations de l'oxygène dans le sang. Et du coup, il participe lui activement à la régulation réflexe de la fréquence respiratoire. Maintenant qu'on a placé les deux arbres artériels en provenance des carotides, on va s'intéresser, tout d'abord, on peut placer effectivement les collatérales de l'artère carotide interne, comme j'en avais parlé. Donc, à savoir que l'artère carotide interne présente sur son trajet trois portions principales. Donc, à savoir une portion dite cervicale qui est dépourvue de toute collatérale, à la manière de la carotide primitive, ce qui est la traduction fonctionnelle du fait suivant, c'est que l'artère carotide interne se destine entièrement à la vascularisation de l'encéphale, et comme on l'a vu, 80% de l'encéphale, chez l'homme en tout cas. Ensuite, donc, une fois qu'elle pénètre dans le canal carotidien,
l'os temporal, sa portion pétreuse, eh bien, elle va devenir donc elle-même pétreuse, puis elle va ressortir par le foramen lacérum et se retrouver donc dans le sinus caverneux, et du coup va devenir caverneuse. Donc cette portion va être caverneuse jusqu'à sa réflexion au niveau du processus clinoïde antérieur ici, et où elle va devenir cérébrale dans la mesure où elle va pénétrer dans l'encéphale, hein, pour justement donner ces branches terminales que sont l'artère, donc on l'a déjà dit, cérébrale antérieure et cérébrale moyenne. Donc première portion cervicale, aucune branche collatérale. Puis ensuite, dans la portion pétreuse, elle va donner des branches, notamment les branches carotico- ou carotido-tympaniques, ainsi qu'une branche en général pour le canal ptérygoïdien. On a ensuite donc la portion caverneuse qui, elle, donne de nombreuses branches qu'on peut résumer principalement en branches méningées, donc des rameaux méningés pour les structures de la séreuse du cerveau, et, enfin du névrax, pardon, ainsi que donc des branches notamment nerveuses, notamment pour le ganglion trigéminal, et une branche, enfin deux branches en l'occurrence, enfin deux ensembles de branches, de collatérales, qui vont aller à l'hypophyse. Donc on a des branches inférieures, ou une branche inférieure, et une ou des branches supérieures. Donc branche inférieure pour l'hypophyse, ici, et du coup une ou plusieurs branches supérieures pour l'hypophyse, ici au niveau de la selle turcique. À noter également, donc là j'ai mis ma limite un peu trop haute, mais à noter également, donc on va avoir ensuite, pour la portion cérébrale, on va avoir également une branche très importante qui est l'artère ophtalmique, qui par sa branche terminale viendra s'anastomoser avec une des branches, la branche terminale de l'artère faciale, au niveau donc de la zone orbitaire. Et on a également une artère choroïdienne antérieure. Maintenant qu'on a parlé des branches collatérales, on va évoquer, donc de la carotide interne, on va évoquer le système vertébro-basilaire, donc qui est le deuxième système. Éventuellement, on va prendre une autre couleur, je vais prendre du orange. Donc on l'a déjà dit, l'artère vertébrale est une branche collatérale de la subclavière, et c'est même sa branche collatérale principale. Elle va passer, hop, comme ceci, en arrière de la carotide primitive. Et sur son trajet, elle peut lui décrire 4 portions également. Donc une portion, on va dire, à la base du cou, une portion dans la région basse du sternocléido-mastoïdien, la région sternocléido-mastoïdienne, puis une portion intracanalaire, enfin une portion, une fois qu'elle sort du foramen transversaire de l'atlas, elle présente une portion qui est donc, elle, occipito-atloïdienne, et enfin elle a une portion intracrânienne une fois qu'elle a traversé le foramen magnum. Voilà, et donc la réunion des deux vertébrales, on l'a déjà dit, donne l'artère basilaire, anciennement le tronc basilaire, qui après un court trajet à la face antérieure du tronc cérébral, et principalement du pont, va se diviser en ces deux branches terminales, qui sont les artères cérébrales postérieures. Voilà. Ajoutons que les collatérales de la vertébrale sont les suivantes. Donc on va avoir, à partir de la portion canalaire, des rameaux, pour faire simple, on va dire spinaux et cervicaux, donc ostéo-arthro-musculaires, pour la nuque, enfin pour le rachis cervical. Et on aura également, dans la dernière portion
des vertébrales, des branches, on va dire, hop, comme ceci, la spinale antérieure et la spinale postérieure. Donc on va figurer le foramen magnum, ici, voilà, foramen magnum, et on aura également, autre branche collatérale notable de la vertébrale, l'artère cérébelleuse inférieure, ou inféro-postérieure. Donc ensuite, on aura les branches de l'artère basilaire, à savoir une artère cérébelleuse moyenne ou inféro-antérieure. Puis, une série de branches dites pontiques et mésencéphaliques qui vont vasculariser, comme leur nom l'indique, le tronc cérébral. Et enfin, donc, parfois aussi, ajoutons également une artère auditive interne qui est inconstante, serait d'après Kamina présente dans 15% des cas. Et enfin, on a une autre artère cérébelleuse, c'est la cérébelleuse supérieure. Donc la cérébelleuse supérieure pour le cervelet. Et enfin, bien sûr, il faut dire un mot du cercle artériel de la base du cerveau, anciennement le polygone de Willis. Donc évidemment, le système vertébro-basilaire est anastomosé, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, avec le système carotidien interne, par deux branches qui sont, quand elles sont présentes, les artères communicantes postérieures. Et si, bien sûr, il y a des artères communicantes postérieures, il y en a une ou plusieurs antérieures. Et effectivement, ici, on a la présence entre les deux artères carotides antérieures de ce qu'on appelle l'artère communicante antérieure. Et donc, la réunion des systèmes vertébro-basilaires et carotidiens internes forme effectivement une structure polygonale qu'on appelle donc le cercle artériel de la base du cerveau et qui, dans bien des cas pathologiques, peut permettre une suppléance d'un territoire qui est ischémié, par exemple, totalement ou partiellement, par des voies détournées. Ajoutons pour terminer, on revient donc sur les branches de la subclavière qui se destinent au cou et à la tête. Donc là, on a parlé de celle qui se destinait à la tête, donc la vertébro-basilaire. Notons également la participation du tronc thyro-bicervico-scapulaire avec donc ces 4 branches. On a la thyroïdienne inférieure qui va passer en avant de la vertébrale, mais en arrière de la carotidienne, de la carotide primitive. On a ensuite la cervicale ascendante et la cervicale transverse superficielle. Et on a également, qui ne participe donc pas à la vascularisation du cou, la suprascapulaire. Ajoutons, pour la vascularisation de la thyroïde, une branche inconstante en provenance de la crosse aortique, c'est l'artère thyroïdienne moyenne, IMA, de Neubauer, qui est donc inconstante, comme je viens de dire. Ajoutons également, dernière collatérale qui nous intéresse pour la vascularisation du cou, ajoutons également le tronc cervico-intercostal, donc qui naît à la face postérieure de l'artère subclavière et se divise en 2 branches principales, une donc ascendante qui est la cervicale profonde et une autre descendante qui est l'intercostale suprême, donc qui elle participe à la vascularisation du thorax, donc qui ne nous intéresse pas ici, de la même manière que la thoracique interne, anciennement la mammaire interne. Et donc ensuite, effectivement, on a bien sûr la scapulaire postérieure, mais pareil, de la même façon, ne participe pas à la vascularisation de l'extrémité céphalique.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Dans les vidéos prochaines, du coup, on va aborder l'anatomie et la pathologie ainsi que la clinique de toutes ces artères dans le détail. Donc, nous aborderons également l'innervation des artères, donc ce qu'on appelle le système neurovasculaire, parce qu'il est vraiment très intéressant de manière générale et surtout très intéressant au niveau de l'extrémité céphalique, parce qu'il permet de comprendre énormément de processus pathologiques, notamment au niveau des algies vasculaires de la face ou des migraines par exemple. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la vascularisation de l'extrémité céphalique. Les illustrations de cette vidéo sont comme d'habitude disponibles en PDF gratuitement. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo, de vous abonner à la newsletter de la chaîne et vous recevrez les schémas anatomiques de cette vidéo. J'ajoute également pour ceux qui cherchent à améliorer leur façon d'apprendre, notamment l'anatomie humaine, que j'ai actuellement mis à votre disposition 2 formations gratuites qui vont vous permettre vraiment de progresser dans votre façon d'apprendre l'anatomie humaine, mais aussi la physiologie, la pathologie, la clinique, en gros toutes les disciplines fondamentales des cursus médicaux et paramédicaux. Et donc là aussi, il vous suffit de cliquer dans le lien de la description, de vous abonner à la newsletter et vous recevrez l'accès à ces formations qui vous permettront vraiment de développer une méthode de travail propre aux étudiants qui ont besoin de l'anatomie humaine et des autres disciplines associées. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!